Donc, je vais céder la parole maintenant au député de Darcy McGee. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, chers collègues du côté ministériel, collègues de l'opposition, de deuxième opposition, les membres du cabinet, mes estimés et anciens collègues du ministère que j'ai le plaisir à côtoyer depuis longtemps, mes salutations. J'aimerais, Monsieur le Président, raborder la question des élections scolaires en constatant que le ministre en a parlé déjà, mais il me semble qu'on parle d'un enjeu qui fait couler beaucoup d'encre et avec raison. C'est un enjeu très important et on veut s'assurer que nos réflexions sont rigoureuses. Je me permets de dire que ce débat a été déclenché des fois par la formation de deuxième opposition de façon un petit peu trop facile. Mais là, on a un enjeu devant nous et le ministre s'est prononcé. On a des pistes à suivre. Juste un petit rappel, quand on parle des dernières élections qui ont eu le 2 novembre 2014, le taux de participation pour l'ensemble du Québec a atteint un niveau historique et malheureux de quelque 5,54 C'était de l'ordre de 4,87 pour ce qui a trait aux 60 commissions scolaires francophones du Québec, un taux beaucoup plus intéressant, mais quand même inquiétant de 16,88 pour les 9 commissions scolaires anglophones. Pour avoir coordonné dans ma vie professionnelle antécédente 2 campagnes électorales scolaires pour les 9 commissions scolaires anglophones à travers le Québec, je sais que l'exercice n'est pas facile, de faire connaître les candidats et candidates, d'inciter un intérêt médiatique, de se procurer les budgets nécessaires. Par contre, le taux de participation ce novembre passé en parle longuement. De toute évidence, il y a un problème. Par contre, de ma compréhension, et j'inviterai tantôt le ministre à le préciser, il ne remet pas en question le palier de gouvernement qui s'appelle actuellement commission scolaire. C'est un palier qui lie l'école publique à sa communauté, un palier qui est perçu par les Québécois d'expression anglaise, comme les Québécois de la communauté majoritaire, j'oserais dire, comme une pierre angulaire de l'avenir même de cette communauté, dans le cas de la communauté d'expression anglaise surtout. Ça, je peux vous affirmer sans équivoque. Pour avoir été le directeur général pour 10 ans de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec, quand on parle de ce palier, on parle d'un lien essentiel avec la communauté, avec les écoles. Dans le cas de ces 9 commissions scolaires anglophones, elles continuent de toujours privilégier l'innovation et la flexibilité. Ça s'impose quand on parle des écoles très écartées, des populations d'une faible densité. L'innovation est de mise chaque matin et de ce qui se passe au sein de la commission scolaire, ça descend à l'école pour équiper et outiller les enseignants et enseignantes pour faire leur travail essentiel en ce qui a trait à la réussite scolaire. Souvent, les programmes d'une excellence hors pair sont développés, élaborés par le réseau des conseillers pédagogiques et en orientation. Ce qui fait en sorte que parmi les 10 meilleures commissions scolaires sur le plan persévérance scolaire, apparaissaient 6 des 9 commissions scolaires anglophones. Alors, je trouve ça d'une importance capitale de décortiquer, de scinder les questions des élections et l'avenir de la démocratie scolaire à la notion de ces instances imputables à la population et ces instances locales. Ce qui m'emmène, Monsieur le Président, à me permettre 2 questions au ministre. De lui demander dans un premier temps s'il est en mesure de nous assurer qu'il ne remet pas en question l'existence des commissions scolaires, ni leur imputabilité, ni leur rôle primordial au sein de leur communauté, mais qu'on est en train de parler de l'enjeu des élections à suffrage universel. Suite à ça, j'aimerais lui inviter d'élaborer un petit peu, si on est pour passer à un autre modèle que les élections à suffrage universel, d'élaborer sur les modèles possibles qui sauvegarderaient l'implication de la communauté au sein de ces commissions scolaires.
Le député de Darcy McGee, je tiens à rappeler au gouvernement qu'il lui reste un bloc de 18 minutes. Donc, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que ça mérite d'être dit et redit. Donc, ce qui est remis en question maintenant là, par le gouvernement, c'est la pertinence du modèle des élections scolaires, tel qu'on l'a connu. À vrai dire, il faut faire attention parce qu'on a souvent une courte vue en cette matière. Les élections scolaires universelles, le suffrage universel comme on connaît aujourd'hui, je pense, remonte à 1973. Est-ce que je me trompe? Peut-être 76, mais non, c'est 73. Auparavant, c'était un modèle qui était un peu plus quasi censitaire, hein, plutôt que le suffrage universel. Donc, dans l'histoire, la longue histoire des commissions scolaires, là, le suffrage universel est assez récent. Donc, ce que l'on a dit, et je pense qu'il y a quasi consensus en Chambre là-dessus, c'est que nous avons encore besoin d'un organisme, d'entité intermédiaire pour appuyer les écoles. On ne veut pas que les écoles commencent à s'occuper des salaires, qu'elles s'occupent à elles seules des rénovations, qu'elles s'occupent à elles seules du transport scolaire, alors que plusieurs écoles peuvent bénéficier du transport scolaire. Donc, il y a une surdécentralisation là, qui serait nocive là, au développement d'un projet scolaire. C'est pour ça qu'on a besoin d'une entité administrative là, qui puisse appuyer les écoles. Donc, notre objectif, c'est pas du tout de remettre en question cette entité-là. Appelons-la commission scolaire. Probablement qu'elle va s'appeler encore commission scolaire dans le futur. Mais de trouver un nouveau modèle de désignation. Alors, mon collègue me demande, quel pourrait être ce modèle? Est-ce qu'on a des idées? Je vais être prudent là-dessus, mais je vais dire un peu ce que j'ai déjà évoqué comme possibilité. Vous savez, il y a déjà certains scénarios qui ont été faits par des personnes assez connues là, au Québec, dont M. Proulx, l'ancien président du Conseil supérieur de l'éducation, qui pensait qu'on était rendu à une époque où on pourrait désigner des représentants qui sont déjà associés, directement impliqués dans le milieu scolaire. Alors, qui sont ces personnes? Bien sûr, les parents, tout d'abord. Ensuite, ajoutons des représentants du milieu municipal, peut-être. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'il y a des intérêts communs entre le milieu municipal et le milieu scolaire. Il y a des infrastructures que les uns et les autres peuvent utiliser. Donc, il y a peut-être un avantage. Est-ce qu'il y a une représentation à ce niveau-là? On a parlé, M. Proulx, si je me souviens bien, parlait de représentants du milieu collégial qui ont un intérêt marqué pour la réussite des élèves. D'autres ont parlé même de représentants du milieu communautaire ou du milieu des affaires. Donc, on a une idée que l'on peut trouver différentes personnes pour qu'une communauté soit représentée correctement au sein de cette instance-là. Il y aura un enjeu plus particulier. Je sais que mon collègue a cette sensibilité par rapport à la communauté anglophone, là, parce que là, nos obligations, nos obligations constitutionnelles sont claires. Et là, encore une fois, moi, j'en suis sûr, puis je l'ai mentionné à des représentants de la communauté, je vais le dire, on va trouver des solutions. En fin de compte, les Québécois, qui sont une minorité linguistique en Amérique du Nord, sont bien placés pour comprendre l'importance d'avoir un contrôle sur leurs institutions. Pensons simplement aux autres francophones du Canada. On sait bien, lorsqu'il est question de protéger leur institution, la première qui est en cause, c'est l'école, hein, parce que l'école est un véhicule de transmission culturelle fondamentale. Donc, je pense qu'il n'y a personne ici au Québec qui ignore l'importance pour une communauté d'avoir un certain contrôle sur ses institutions. Je l'ai dit, je le répète, j'ai une obligation, à titre de ministre de l'Éducation,
de défendre, de protéger les intérêts de cette communauté. Je suis certain qu'on va trouver un véhicule là, qui va convenir et qui finalement qui est peut-être un peu plus d'avenir que le véhicule actuel qui a probablement mal vieilli il y a quelque temps. Monsieur le député de Darcy-McGee. Une petite question d'appointe sur ce sujet et on passerait à un autre sujet après. Est-ce que le ministre compte travailler de près avec les instances actuelles, s'il y a l'ouverture, et je l'espère, pour explorer d'autres modèles? Monsieur le ministre. Oui, disons que, bon, vous comprenez qu'avec les commissions scolaires, pour le moment, c'est plus difficile, mais même là, il y a un enjeu qui est intéressant pour elles, pour les commissions, parce que on travaille sur plusieurs fronts, on l'a mentionné tout à l'heure. On travaille sur le front des taxes scolaires, là où elles ont une expertise, sur la question de la gouvernance, là où elles ont une expertise, et la question importante des fusions, où elles peuvent nous aider beaucoup là, à avancer. Il y a un désaccord pour le moment, on ne peut pas le nier, sur l'enjeu des élections, mais même là, je pense que la plupart des commissions scolaires ont résisté à l'époque, rappelez-vous, dans le débat qui allait permettre à des parents, hein, donc identifiés par les conseils d'établissement, si je ne me trompe pas, à être présents aux réunions des commissions scolaires. Rappelez-vous qu'il y a eu un peu de résistance à l'époque. Et les commissions scolaires le reconnaissent. Et aujourd'hui, ils trouvent qu'on est passé à autre chose, que l'apport des parents est bien sûr un apport qui était fort utile. Donc, je pense qu'on va à un moment donné dépasser la résistance et aller vers des propositions. Moi, je les invite là, à faire des propositions. Elles ont une expertise et puis on ne veut pas la perdre là, pendant ces changements. Beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Darcy-McGee. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais passer à une autre question maintenant qui va dans le même sens, tout à fait un autre sujet, mais je crois qu'il faut qu'on se rappelle que tous ces gestes sont dans l'optique de maximiser la réussite scolaire. Un sujet qui touche profondément à ça, c'est la formation des enseignants et enseignantes. On parle de cette profession bien souvent comme vocation et à juste titre. Un de mes actes dont j'étais le plus fier quand j'étais directeur général de l'Association des commissions scolaires anglophones était de dégager une petite somme pour promouvoir l'école publique, quelque chose d'ailleurs qu'on a besoin de faire à chaque jour. Et pour le faire, on a interpellé les Québécois d'un certain renommée de nous rappeler d'un enseignant ou une enseignante qui a changé leur vie. Et moi, j'ai eu le plaisir de compléter le campagne en faisant des entrevues avec, entre autres, Brian Murray, le directeur général des Ottawa Senators. On peut parler bien de lui, compte tenu que les Canadiens se sont débarrassés des Senators. Et j'ai fait l'entrevue avec lui. Et ça n'a pris que 3 secondes pour un homme d'un certain âge qui connaît actuellement des problèmes de santé. Alors, on a pensé sont à lui. Ça n'a pris que quelques secondes pour parler de son prof de gym aux années 60. Monsieur Murray, comme on peut s'attendre, peut-être était une grande athlète dans le temps aussi, mais son prof de gym lui a pris en main. Il a dit que, bon, vous cherchez une carrière en athlétisme, dans les sports, vous avez à vous mettre à la tâche pour les sujets qui comptent, à vous former comme citoyen. Et ce prof l'a accompagné, puis qui l'a mis sur la bonne voie. Je trouve qu'on ne peut jamais dire trop souvent comment ces gens-là sont des intervenants, après des parents, enfin, les plus clés dans l'avenir de nos enfants. Ce qui nous interpelle à nous assurer qu'on prend soin de cette profession et qu'on la donne l'appui nécessaire. Et ça ne suggère pas qu'il n'y a pas des actions à apporter pour améliorer la profession et la formation des enseignants. En 2004, dans son avis sur la profession enseignante, le Conseil supérieur de l'éducation recommandait au ministre de l'Éducation de rappeler que l'enseignement est une profession dont l'exercice exige l'acquisition d'une expertise particulière et que cette expertise se traduit, dans les faits, par la maîtrise de compétences professionnelles, d'établir des normes professionnelles,
pour l'exercice de la profession enseignante afin de spécifier les seuils de compétences nécessaires pour accéder à la profession et pour l'exercer. Dans ce même avis, le Conseil supérieur de l'éducation recommandait aux universités de rehausser le niveau d'exigence pour l'accès à la formation initiale des enseignants concernant la langue d'enseignement. Plus récemment, le comité d'experts dirigé par Mme Pauline Champoux-Lesage et M. Marcel Leblanc s'est à nouveau penché sur cette question. Ce comité a eu pour mandat de mener une réflexion sur la gouvernance, l'administration, la gestion et le financement des commissions scolaires et de formuler des recommandations au gouvernement en ces matières. Dans le rapport qui a été remis en juin 2014, ces experts mentionnent que, et je le cite, « la qualité de la formation initiale des enseignants et les exigences liées à l'obtention d'un brevet d'enseignement sont d'autres facteurs importants qui contribuent à la réussite éducative tout en valorisant la profession. » En Finlande, l'exemple qu'on aime citer assez souvent, un pays souvent cité, les critères d'admission au programme de formation en enseignement sont élevés et un diplôme de maîtrise est requis pour avoir le droit d'enseigner. Les experts ajoutent, 10 ans après le constat effectué par le Conseil supérieur de l'éducation, le comité considère que les critères d'admission au programme de formation en enseignement dans les universités québécoises ne sont toujours pas assez exigeants. Ce qui m'emmène, Monsieur le Président, à poser la question suivante au ministre. Quand est-ce que des changements seront apportés afin de s'assurer que ces recommandations seraient mises en œuvre? Et est-il possible de mener ces changements à coût raisonnable ou bien faut-il prévoir des budgets importants pour mener des grandes réformes? Merci, Monsieur le député de Darcy-McGee. Monsieur le ministre, il reste 6 minutes et 15 secondes. Très bien. Avant de répondre à la question, je vais revenir, si vous voulez bien, sur votre introduction. Je vais rendre un hommage personnel. Moi, j'ai 3 enseignants qui m'ont marqué. Vous allez voir que c'est assez hétérogène. Donc, sœur Émilienne Brisson, peut-être qu'elle nous écoute aujourd'hui, mais bon, elle souffre de Alzheimer. Donc, je ne sais pas si possible pour elle maintenant de nous suivre, mais c'est celle qui m'a initié à la musique quand j'étais à l'école primaire. Le professeur Andrew Queen au Cégep, était un existentialiste qui m'a initié à la philosophie et qui m'a fait lire tout Jean-Paul Sartre avant mes 20 ans. Et le professeur Jean-Nicolas Kaufmann, qui était mon directeur de thèse avec Georges Leroux, qui m'a initié à la philosophie analytique. Moi, ces 3 enseignants qui, peut-être dans une même salle, ne se seraient peut-être pas entendus, à différents moments là, de mon propre parcours d'étudiants qui m'ont marqué, mais vraiment profondément, chacun d'entre eux profondément. Et puis je les remercie. Maintenant, sur la question de la formation des enseignants, écoutez, on l'a vu encore, ce printemps. Les futurs enseignants du Québec ont de la difficulté à réussir en fin de parcours des examens de français. Et quand on regarde d'un peu plus près, disons, les critères ou les exigences, en général, les exigences sont relativement faibles. Dans certains cas, on parle de moyenne au collégial autour de 20-21. Comme je disais souvent à mes propres étudiants, moi, j'avais bloqué, j'avais contingenté les programmes de ma faculté il y a quelques années à 22. Et je disais aux étudiants qui considéraient que j'étais élitiste en demandant une cotère de 22, je leur disais, écoutez, si vous avez une cotère de moins de 22, c'est probablement parce que vous avez eu du bon temps au cégep. Alors, il faut être content là, du bon temps que vous avez pris pour vous, mais vous avez un problème sérieux et, je le dis plus sérieusement, nous avions des indications claires que les risques d'échec d'un étudiant en sociologie ou en sciences politiques qui rentrait avec une cotère plus faible que 22, les risques d'échec étaient très élevés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes qui ont vécu échec par-dessus échec parce que l'université n'a pas eu le courage de lui dire, écoutez, on ne pense pas que ça va aller pour vous, ou encore, si vous voulez vraiment rentrer, faites vos preuves, et quand vous aurez fait vos preuves, vous pourrez accéder à la... Et je connais un peu la logique qui est parfois
clientélistes dans les universités québécoises pour des raisons que je comprends. Et je pense que là où on n'a pas le droit de se permettre, disons, de faire d'erreurs, c'est dans la sélection des étudiants. Je ne dis pas que la cotère fait foi de tout. Hein? Ça a été repris parfois un peu caricaturé, mais la cotère, on le sait, est un excellent prédicteur de réussite. On peut avoir de bons résultats quand on a une cotère plus faible parce qu'on se découvre un jour ou l'autre une vocation, un intérêt, mais en général, la cotère est un excellent prédicteur de réussite. Donc, les solutions à notre disposition là, sont doubles. Ou bien on demande aux universités d'avoir un plancher de cotère, ou bien on contingente carrément le programme, comme on fait dans d'autres domaines, notamment le programme le plus connu, c'est le programme de médecine. Évidemment, si on va vers le contingentement, il faut que l'on accepte d'avoir une gestion de l'offre. Hein? Et donc, il ne faut pas créer artificiellement une rareté de cette profession-là. On sait qu'il y a des secteurs déjà où on a de la difficulté à recruter. C'est pour ça que j'ai demandé aussi, pour m'assurer de voir s'il y a un profil possible, pour des étudiants qui ont bien performé dans des disciplines, notamment, bien sûr, des disciplines scientifiques où on a des besoins, l'histoire, le français aussi, où on a des besoins qui sont reconnus. Si on pourrait, donc il y a déjà un passage qui est possible, mais ce passage-là, je le trouve assez lourd. Donc, si on pourrait le simplifier et le faciliter au Québec, parce que je pense qu'avec un bon encadrement, avec des stages appropriés, il est possible pour un historien passionné, il y a eu d'excellents résultats, d'enseigner l'histoire au Québec. Il me semble que ce serait un peu inquiétant que ce ne soit pas possible. Donc, augmenter le bassin et surtout augmenter le bassin d'étudiants qui ont été performants, qui ont un engouement. On voit en ce moment des étudiants qui commencent dans les facultés des facultés de pédagogie, d'éducation, et pour lequel l'enseignement était leur troisième choix. Vous vous rendez compte, hein? Alors, j'espère qu'ils vont trouver quelque chose à leur mesure dans ce troisième choix-là, mais c'est un indicateur sérieux là, qu'on ne valorise pas suffisamment cette profession, ni à l'entrée, ni dans la perception populaire, d'ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur le député de Darcy-McGee. Il vous reste 30 secondes. Bien, tout simplement, peut-être, Monsieur le Président, pour demander au ministre qu'il est confiant que les instances vont être au rendez-vous pour ces nouvelles exigences, c'est-à-dire les universités, les élèves qui risquent de choisir cette profession. Donc, Monsieur le ministre. Oui, donc il y a un enjeu de gestion de l'offre et de la demande. Ça, je reconnais que c'est plus complexe que pour les facultés de médecine. Pour les universités, écoutez, tout dépend bien sûr de leur financement, hein, parce que celles qui ont peut-être péché davantage par clientélisme, celles-là pourraient être plus difficiles d'avoir une version contingentée de leur programme. Mais la fin, ce n'est pas le financement, là, hein, c'est la fin, c'est d'aller chercher les meilleurs candidats possibles. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, je vous remercie pour votre collaboration. La commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures, où elle poursuivra l'étude du volet éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire. Je tiens à signifier aux députés et aux gens qui nous accompagnent qu'ils peuvent laisser leurs documents dans la salle lors de la suspension. Elle sera sécurisée et on se revoit à 15 heures. Merci.